Viens, entre et installe-toi. Bienvenue au Café du Market. Je suis Axel Kaetka, freelance en inbound marketing B2B et on est ici entre nous. Alors prends le temps d'une petite pause et débriefe avec nous les méthodes de base comme les dernières tendances marketing en compagnie des meilleurs experts du sujet. Inbound marketing, demand gen, création de contenu, branding, SEO. Tout va y passer pour que tu puisses reproduire chez toi ce qui marche le mieux pour les autres. Si le podcast te plaît, n'hésite pas à le partager à tes collègues en me taguant sur LinkedIn ou en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast. Et maintenant, détends-toi, prends ta boisson préférée. Et surtout, si tu entends une discussion intéressante, serre-toi, c'est offert par la maison. Pour ce podcast, j'ai l'honneur d'être soutenu par ma solution de marketing automation préférée, Sepleady. Si je t'en parle, c'est parce que je l'ai utilisé à titre pro et que j'en ai été pleinement satisfait. On le sait, quand on fait du marketing automation, ce qui est compliqué, c'est d'entretenir constamment des workflows de nurturing et de les mettre à jour avec de nouveaux contenus. Là où Pledzi est très fort, c'est qu'ils ont développé une campagne intelligente qui est capable de pousser automatiquement le bon contenu au bon moment à la bonne personne, en fonction de ses centres d'intérêt et du stade de maturité du lead. Ce qui ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top, avec un service CSM dédié qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez parlé, passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Café du Market. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut devenir crucial quand on lève des fonds ou quand on se rend compte qu'on atteint ce qu'on appelle le fameux product market fit. C'est justement la question: comment est-ce qu'on va grossir les prochains mois? Comment accélérer sa croissance? Comment scaler sa croissance quand on utilise les anglicismes du milieu? Et pour traiter ce sujet, je suis avec Geoffrey Vion, qui est VP Marketing pour l'Europe de l'Ouest chez Content Square, pour voir un petit peu justement comment ça se passe chez eux. Bonjour Geoffrey. Bonjour Axel. Je suis super content de t'avoir sur le podcast. T'étais passé chez Growth Makers il y a déjà un petit moment et du coup j'avais trouvé très intéressant ce que tu disais. Donc Merci. je suis ravi de pouvoir avoir ton avis sur cette question. Parfait, avec plaisir. Merci encore pour l'invitation. Je t'en prie. Donc justement, est-ce que tu peux peut-être te présenter un petit peu en quelques mots pour les auditeurs, s'il te plaît? Oui, avec plaisir. Donc, je suis Geoffrey Villon, en fait, je suis VP Marketing IMIA pour Content Square. J'étais effectivement commencé ma carrière chez Content Square il y a à peu près 3 ans et demi où où je m'occupais de la partie West Europe. Content Square, juste en 2 mots, c'est le leader mondial de l'expérience analytique. En fait, on aide les marques à rendre le monde digital plus humain. Comment? Grâce à une technologie qui va transformer en fait les datas comportementales qui sont basées sur les intentions et les émotions des utilisateurs en recommandations. En fait, on va mettre un tag assez simple sur le site web, sur le site mobile et sur les apps de nos clients. Et on va extraire toute la donnée qu'on va pouvoir fournir en termes de dashboard et d'insight à nos clients. Moi, je suis arrivé chez Content Square il y a à peu près 3 ans et demi, comme je te disais. À l'époque, c'était 280 employés. Aujourd'hui, on est à peu près 1200 dans le monde. On a également fait 6 acquisitions, 3 levées de fonds depuis. On a également eu le statut de licorne, intégré le Next 40. Donc, c'est juste pour te donner quelques informations, tu vois, en 3 ans et demi, de ce que peut être une hyper-croissance. Et avant Content Square, j'ai un parcours qui, pour être assez simple, a eu un peu 2 parties. Une première partie en grand groupe, principalement dans l'automobile, en France, à l'étranger. Donc, tu imagines, extrêmement structuré, extrêmement pyramidal, extrêmement bien organisé, avec beaucoup de budget à l'époque dans l'automobile. Et ensuite, totalement l'opposé dans le monde des startups tech, dans les robots humanoïdes et en SaaS, à différentes formes de maturité. Et donc là, effectivement, on était à l'opposé. On était sur des organisations extrêmement agiles, pas forcément de budget. Il fallait tout délivrer pour le lendemain. Même si la qualité était pas là, c'est pas grave, on sort et puis après on corrige. Donc 2 mondes totalement l'opposé, et c'est ce que j'aime aujourd'hui chez Content Square, c'est que je retrouve un peu le meilleur de ces effectivement 2 mondes, le dynamisme, les moyens, malgré tout, l'ambition, et donc c'est ça que je trouve extrêmement intéressant aujourd'hui dans mon expérience chez Content Square. Ouais, clairement, effectivement, quand tu dois passer d'une organisation très structurée comme ça, de grands groupes à des startups, c'est presque 2 métiers différents, quoi. C'est complètement 2 métiers différents, et puis je me suis entre guillemets «mis en danger» à l'époque de manière extrêmement volontaire, où je me suis dit: «OK, arriver dans une carrière dans un grand groupe corporate avec des choses extrêmement planifiées, un parcours de carrière sur 10, 15 ans, ça peut être intéressant», mais ça me paraissait pas pour moi là où j'en étais, et j'avais envie de me mettre en danger. J'avais envie effectivement de cette excitation du court terme, heu, donc c'est extrêmement intéressant. Après, encore une fois, au bout d'un moment, ce qui est aussi intéressant, c'est d'avoir et le côté dynamique et ultra dynamique d'une startup, en même temps avoir les ambitions et la vision quand même moyen long terme.
Super intéressant. Alors bah, du coup, justement, pour commencer un petit peu le sujet, tu nous parlais de Content Square. C'est quoi le rôle du marketing chez Content Square? Alors le marketing, moi où je suis, c'est, principalement de l'acquisition et de la notoriété. Ok. On est une cible en fait, nous qui B2B, grand compte, donc on adresse des personas type, CMO, CDO, directeur e-commerce pour principalement des grandes marques, quel que soit le secteur, donc du secteur public, du FSI, retail et cetera, donc vraiment, tout secteur. Aujourd'hui, le marketing chez Content Square, c'est à peu près 80-100 personnes. La fourchette paraît un peu large, mais juste pour donner une image, on a recruté 56 personnes l'année dernière D'accord. au marketing. Donc c'est pour ça que c'est toujours un peu en mouvement, Ça bouge vite, ouais. et ça bouge vite. Et ces 80-100 personnes, en fait, pour synthétiser, sont découpées en deux parties. On va avoir une équipe globale, une partie dédiée à la marque, les RP, les analystes, une partie, tout ce qu'on appelle marketing operation, MOPS, et une partie growth and performance qui vont avoir toute la partie un peu analyse de notre croissance, du paid, de la gestion de notre site web. Cette équipe globale, donc avec ces trois services, sont vraiment en support du field. Et dans le field, on a trois zones, pardon, une zone North America, IEMEA et APAC. Donc moi, je m'occupe de IEMEA, qui est après découpé en 6 régions. Quoi qu'il arrive, en tout cas pour la partie field, notre principale métrique et unique métrique finalement, ce qui nous drive vraiment tous les jours, c'est notre contribution au pipe. Donc on contribue au pipe tant en termes de volume, on va regarder le nombre d'opportunités business qu'on génère grâce à nos activités, Mhm. et également indirectement en termes de qualité via le montant d'ACV de ce pipe qui va être généré. Donc, ce qui est intéressant là, c'est qu'en fait, on a vraiment, nous, une métrique qui est très sales oriented. Mhm. On va pas regarder le nombre de MQL, on va pas regarder le nombre de personnes qu'on a à l'événement, on va pas regarder le trafic sur notre site. Je caricature un peu parce qu'en fait, évidemment, on va suivre ces indicateurs pour nous, notre activité, mais on Mhm. va vraiment se concentrer sur le nombre d'opportunités et l'ACV qu'on va générer. Donc, vraiment une première étape du cycle de vente. Ça donne un peu une idée de notre rôle vraiment chez un Content Square. On a vraiment un marketing revenu. Même si Ok. en réalité, depuis peu, on va également travailler de plus en plus sur la notoriété. On arrive à un cycle de croissance où, après 10 ans, quand on se à 10 ans, où il est également important qu'on se concentre sur notre notoriété, notre marque. Et en réalité et indirectement, on a quand même des enjeux business sur ces enjeux de notoriété. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va mettre, ça va être au service finalement de l'inbound, de Mhm. l'accélération du cycle de vente, ça va permettre d'augmenter notre panier moyen, ou alors par exemple de baisser aussi nos coûts d'acquisition. Ouais, effectivement, la notoriété, ça a aussi quand même des impacts business. À moyen terme, c'est peut-être effectivement des stratégies qui sont un peu plus long terme, un peu plus moyen terme, mais comme tu le dis, qui vont jouer à la fois sur l'accélération du cycle de vente et sur le panier moyen, enfin et sur la rétention aussi derrière C'est de ça, c'est un l'utilisateur, quoi. cycle, exactement, c'est un cycle vertueux sur, plein de métriques, à la fois de ton business par rapport à tes clients, enfin par rapport à tes prospects, pardon, par rapport à tes clients, mais par rapport à ton partenaire, également même l'écosystème, tu vois, jusqu'aux investisseurs, et cetera. Ok, ok, ouais, très intéressant. Et justement, donc tu l'as dit, vous êtes très orienté du coup dans les KPI, donc sur des KPI vraiment business, Mmh. presque au niveau des opportunités et du revenu généré. Donc vous êtes très orienté aussi sur l'acquisition, au final dans vos activités. Les principaux canaux, tu les as cités rapidement. Et du coup, alors vous travaillez sur quoi du coup? C'est quoi Alors, les principaux leviers de Content Square? ouais, on va regrouper nos cas d'acquisition en 4. Heu, Quand on va faire nos analyses, on a les événements. Alors les événements, c'est des événements externes auxquels on va, payer pour participer, sponsoriser. On a les événements, qu'on organise de nous-mêmes. Ça peut être des use cases avec des clients, des after work, et on a des événements, on va dire, plus de marque, où l'idée, c'est plus d'animer notre écosystème et aussi de communiquer un peu sur les thèmes autour, de l'expérience analytique, autour du digital. Après, on va avoir comme autre, canal, la partie digitale, la partie website et ensuite l'ABM. Donc les 4 canaux event, digital, website et ABM. Évidemment, on va activer, l'ensemble des leviers un peu classiques, hein, les emailing, les direct mail, le paid, le SEO, le content, les PR, donc c'est, assez classique. Ensuite, ces leviers et en fait ces différents canaux, on va, surtout nous travailler notre mix, ce qui est extrêmement important puisque, le mix de nos canaux, en fait, il est extrêmement variable selon, la maturité du pays sur notre marché, mais aussi peut-être aussi de nos équipes et notre présence sur place. On va catégoriser nos marchés en fait en 3: growth, accelerate et maintain. On va retrouver en fait sur ces 3 types de marchés un certain cycle d'évolution de nos canaux. Je caricaturais, mais sur les ouvertures de marché, donc les marchés growth, l'événement va être hyper important au départ. Surtout les événements externes sur lesquels on va vraiment investir pour aller rencontrer des premiers prospects, créer notre base, etc.
Ensuite, on va investir peut-être dans nos propres événements, une fois qu'on a un peu de base. Ensuite, dans l'emailing, le content, plutôt la partie digitale et ensuite peut-être la partie marque. Donc, on va en fait avoir un peu un cycle du mix de nos différents canaux en fonction des marchés growth, accelerate et maintain. Plus on va vers le maintain, plus la partie digitale va être élevée pour essayer d'atteindre à peu près 50-60% quand je regarde un peu le mix digital et website. Ce qui est important pour nous parce que ça va nous faire baisser nos coûts d'acquisition et ça va surtout nous permettre d'être un peu plus en maîtrise de notre mix et de du coup pouvoir un peu plus jouer sur les différents leviers. Euh, Après, du marketing d'acquisition B2B grand compte, les mécanismes sont assez classiques. Euh, euh, Ce qui fait que ça va marcher, je vais le résumer en 2 points. Ça paraît simple, mais ça demande évidemment beaucoup de travail. C'est en fait, l'excellence dans l'exécution. Est-ce que tu es capable d'activer un grand nombre de campagnes, de développer un grand nombre de contenus, d'exploiter vraiment toutes les synergies possibles, que ce soit avec tes partenaires ou même au sein de tes équipes, en interne et puis savoir optimiser à outrance tout ce qui est produit, diffusé, vraiment avoir un ciblage extrêmement fin. Donc le premier point, c'est vraiment la qualité de l'exécution et le deuxième, c'est savoir exploiter et s'appuyer sur des éléments de différenciation qui peuvent être propres, encore une fois, sur des mécanismes B2B, grands comptes, qui sont assez classiques. Il va falloir aussi pouvoir se différencier. Content Square, par exemple, nous, on a de la chance, on a deux, à mon avis, différenciateurs extrêmement forts. Le premier, c'est qu'on a beaucoup de données de nos clients, et donc du coup, on va pouvoir exploiter, alimenter le marché avec nos données. Et l'autre partie sur laquelle on a un point assez intéressant, c'est qu'on a une très bonne relation avec nos clients, et du coup, on a une certaine facilité à les faire témoigner dans nos magazines, sur notre blog, sur des événements, etc. Donc on a ces deux forces, notre data et nos clients sur lesquels on peut s'appuyer. Ok, pour justement gagner en performance, en efficacité et du coup, comme tu l'as dit, en différenciation, parce que c'est vrai que c'est important à la fin de pouvoir expliquer justement comment tu es différent des autres offres sur le marché, quoi. Exactement. Chez Content Squad, du coup, on le disait un petit peu en introduction, vous avez enchaîné les levées de fonds plus impressionnantes les unes que les autres, vous avez régulièrement battu des records pour la French Tech. Donc évidemment, ça s'accompagne d'objectifs qui sont très ambitieux en termes de croissance. Donc quand tu as une levée de fonds qui arrive comme ça, des objectifs du coup qui sont très élevés, comment donc des gros budgets aussi, tu l'as dit, enfin en tout cas des moyens. Comment tu te poses, comment est-ce que tu procèdes pour te dire justement comment est-ce qu'on va grossir les prochains mois? Ouais. Alors, je fais pas forcément de lien entre nos objectifs de croissance et les levées de fonds. Évidemment, elles permettent de nourrir tes ambitions et de te développer, mais en fait, en général, les levées de fonds, elles répondent à des objectifs à chaque fois extrêmement précis. Hmm. Euh, Chez Content Square, il y a eu des acquisitions qui ont été engendrées juste à la suite de levées de fonds, des Ok. ouvertures de marché, des investissements dans ton produit. En gros, c'est pas un chèque en blanc, c'est pas le marketing qui du jour au lendemain voit son budget, tu vois, doubler. Oui, oui. Tout est extrêmement quand même rationalisé, quoi. Hmm. Euh, on a, c'est vrai, des ambitions de croissance qui sont très dingues, dans le sens où elles sont exponentielles, mais en même temps, elles répondent vraiment à un marché, à un besoin sur le marché, à une envie interne de construire quelque chose de grand, ce qui fait vraiment partie de nos valeurs. Donc c'est même si c'est exponentiel et vertigineux, c'est pas irrationnel. Euh, et effectivement, quand je parle de croissance exponentielle, depuis chez Content Square, depuis 3 ans, nous on a annoncé des croissances à 3 chiffres chaque année, ce qui est effectivement assez Dingue. impressionnant. Hmm. Et pour l'anecdote, au début, tu as un peu le mal à y croire, quoi. C'est-à-dire qu'on te dit, OK, il faut doubler tes objectifs de l'année dernière. Évidemment, tu les challenges, tu remets en doute, tu te questionnes, tu dis est-ce que c'est possible? J'ai déjà vraiment, moi, les équipes fournissent extrêmement, on a fait beaucoup d'efforts et en fait, tu y arrives. Et au bout d'un moment, tu te rends compte que si tout le monde est aligné, en fait, bah, c'est possible. Si le marché est là, si ton produit répond vraiment à un besoin fort, c'est possible. Ce qu'il faut, c'est savoir juste grossir et grossir correctement de manière un peu structurée, quoi. Donc, comment on va grossir, comment on va y arriver, c'est pas forcément compliqué, c'est une vision moyen long terme, claire et partagée en interne, ce qui est pour nous, on a le chance, vraiment le cas chez Content Square. Ok. Tu fais bien de le dire, effectivement, c'est pas, enfin, je le dis comme ça avec des leviers qui sont très impressionnantes, mais ça répond à une adéquation en fait entre votre offre et le marché, et comme tu le dis, il y a une stratégie qui est claire aussi. On lève pas des fonds de façon irrationnelle parce qu'on a envie de grossir et qu'on a des objectifs ambitieux, quoi. Effectivement, il faut que ce soit justifié derrière, quoi. Exactement. Et donc tu le disais, le croître de façon très rapide, mais aussi structurée, ça veut aussi dire faire croître les équipes très rapidement. Mmh. Comment est-ce que tu procèdes du coup pour faire grossir ton équipe? C'est quoi les premiers profils que tu vas rechercher, à la fois en termes de compétences, mais c'est peut-être aussi un mindset quand on est dans cette dynamique-là. Ouais, tu as raison sur le mindset parce que, pour le reste, c'est plutôt une recette qui évolue en permanence, quoi. Heu,
pour simplifier un peu, encore une fois, à l'ouverture d'un pays, on va peut-être chercher quelqu'un qui est un peu couteau suisse, qui à terme sera le marketing leader du pays et qui va constituer une équipe. Tu vois, tout à l'heure, on parlait des évolutions de notre mix. Finalement, tu vois, dans les parties d'équipe, on va retrouver un petit peu les mêmes profils qui vont répondre à ce mix. Donc, on va peut-être d'abord commencer par un event manager, puis quelqu'un qui va plutôt être dédié à toute la partie CRM, growth, puis un content manager. Puis après, plus on va avancer dans l'évolution du marché du pays, un ABM manager, quelqu'un pour la partie PR et brand. Aujourd'hui, plus que répliquer un modèle d'équipe qui a marché dans nos pays, on cherche surtout, nous, à optimiser et à créer des synergies, à aligner les équipes globales, locales, à être sûr que nos campagnes génèrent vraiment tout ce qu'elles doivent générer, sont extrêmement fines, pour que effectivement on ne réplique plus un modèle, mais au-delà, on optimise et on affine un peu tout ça, quoi. Donc aujourd'hui, on a aussi besoin de plus en plus d'experts sur des sujets plus techniques. Au départ, effectivement, tu as quelques couteaux suisses, mais là, on devient de plus en plus fin et donc on a besoin de plus en plus d'expertise. Et puis au-delà d'expertise, tu l'as cité tout à l'heure, c'est la partie mentalité, le mindset. C'est vraiment l'adhésion au projet et la vision. Tu vois, chez Content Square, on s'attache à vraiment pas recruter des stars, des divas, mais juste des gens qui ont vraiment envie, quitte à les faire évoluer progressivement au fur et à mesure de l'aventure. Parce que c'est vraiment le point crucial, c'est comment tu fais évoluer les compétences de ces équipes, comment tu leur construis finalement un parcours dans une scale-up qui elle-même évolue en permanence. C'est loin d'être simple, ça demande beaucoup de temps, de prise de recul, et c'est clairement encore un de nos gros axes d'amélioration, ce qui est normal puisque Content Square a à peine 10 ans. Ok. Ouais, non, c'est intéressant. Effectivement, tu dis, tu l'as décrit tout à l'heure, vous avez différentes phases de maturité, en fait, du coup, quand vous arrivez sur un marché. Donc, tu vas plutôt aller chercher un profil généraliste au début quand t'as peu d'équipe, au final, qui va être capable de toucher un petit peu à tout, en tout cas de mettre des choses en place. Et après, tu vas aller chercher en fonction de tes principaux leviers d'acquisition. Donc, tu l'as dit, tu démarres souvent par des événements. Donc, plutôt quelqu'un pour aller chercher les événements. Et petit à C'est ça. petit, comme ça, tu vas agrandir l'équipe avec, du coup, des spécialistes qui vont ouvrir les différents canaux d'acquisition par rapport à ce que tu fais, à la façon dont vous fonctionnez, quoi. C'est exactement ça. Ok. Et plutôt alors quelqu'un qui va être, euh, j'allais dire malléable, mais plutôt le mec sympa qui a effectivement la bonne mentalité, le mec ou la fille La évidemment, personne, ouais, mais la personne. exactement. Non, mais qui a la même, effectivement, qui a la bonne mentalité avec deux points cruciaux. Le premier, c'est que nous, on s'attache quand même beaucoup à la partie culture locale. Notre marketing, par exemple, en IMI, il est extrêmement localisé. Pour nous, c'est extrêmement important, proche du terrain, de nos prospects, de nos clients, de pouvoir adapter les choses. C'est pas juste des campagnes qu'on prend, qui arrivent de là-haut et qu'on réutilise. C'est absolument pas ça. Il y a beaucoup de choses qui sont faites côté très terrain. Et après, effectivement, cette caractère et cette capacité à évoluer. Euh, je prends mon exemple encore une fois, je suis arrivé à 3 ans, une boîte de 280 personnes. Aujourd'hui, 1200, ce n'est plus la même boîte, c'est plus la même manière de travailler. Donc, tu prends quelqu'un aujourd'hui et tu lui dis, bah, OK, il va falloir construire, ouvrir un pays. Dans 2-3 ans, il faut qu'il arrive à se projeter et à évoluer et à monter en compétences avec du management, avec plein de choses, puisque forcément, dans quelques années, euh, la fiche de poste sur laquelle il aura été recruté ne sera absolument plus la même dans son quotidien. Ok. Et je vais rebondir sur un truc intéressant que tu as dit, c'est, tu penses que effectivement dans la réussite de l'ouverture d'un pays, avoir quelqu'un qui connaît du coup le marché local, c'est pas juste en fait répliquer ce qui marche dans un autre pour justement ouvrir. Non, alors en partie, tu répliques au moins un modèle. C'est-à-dire que nous, on a par exemple un modèle, tu vois, où on sait qu'il faut que le marketing va fournir des excuses, entre guillemets, à des équipes des SDR pour aller chercher des meetings, pour les sales, etc. On Mhm. va évidemment aller s'appuyer sur nos succès passés, c'est-à-dire on va commencer à attaquer dans un pays des verticales sur lesquelles on a déjà des use cases dans d'autres pays qui font sens. Mhm. Euh, mais après, c'est extrêmement important d'avoir des gens qui connaissent le marché, qui arrivent à adapter notre message, notre discours face aux prospects. Donc oui, mes équipes qui s'occupent de l'Europe du Sud sont italiens, espagnols. Mes équipes qui sont en Allemagne sont allemandes, etc., etc. Donc même si après on a une grande diversité chez Courtant Square et que les gens sont des profils très internationaux et voyagent, il y a quand même une importance à la localisation en termes de marketing qui est extrêmement forte. Ok, c'est super intéressant. On arrive doucement vers la fin du coup de notre entretien. Juste, j'aime bien poser une petite question entre nous, parce que c'est vrai quand on parle comme ça de marketing, on partage souvent les bonnes pratiques.
mais c'est jamais tout rose, il y a aussi des galères. C'est quoi le plus gros challenge auquel tu as été confronté du coup dans ta carrière? Que ce soit peut-être d'ailleurs en grand groupe ou en startup, quoi. Ouais, je pense que c'est plutôt celui que j'ai au début de mon arrivée chez Content Square, c'est hyper spécifique à Content Square parce que je caricaturais tout à l'heure les grands groupes en étant structurés, pyramidal, et les différentes startups que j'avais fait qui étaient un peu plus rock'n'roll, mais où du coup tu avais beaucoup d'agilité. Là, ce qui est spécifique à Content Square, c'est que cette hyper croissance nécessite une adaptation en fait permanente. T'as jamais un moment où, même au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, où tu es en zone de confort. Donc c'est assez vertigineux, c'est extrêmement intense. Tu passes d'une boîte de 300 à 1200, on sera sans doute 3000 ou 5000 d'ici 2025. Concrètement, c'est quoi? C'est des nouveaux marchés qui s'ouvrent, plus de personnel, plus de complexité et de finesse dans tes approches marketing. C'est quand même voilà, des choses qui sont en mouvement en permanent. Donc ça demande une certaine vélocité, beaucoup de recul. Et ce qui est important aussi derrière, c'est, et ça, ma vraie challenge, c'est comment tu accompagnes toi tes équipes qui sont pour certains assez juniors, hein, et qui sont jamais vraiment arrivés à ce niveau de croissance dans une structure. Moi aussi d'ailleurs, j'ai jamais exercé un rôle de VP marketing d'IMIA auparavant. Donc ce challenge, il est là, c'est comment tu fais pour t'adapter en permanence, sachant que tu dois en même temps gérer un très 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 gros run, un gros volume de business au quotidien, et que tu sais que tu as le BIM, donc en gros faire évoluer tes équipes, construire tes process, investir dans des campagnes qui ramèneront des résultats à moyen long terme en même temps. Ok, t'es toujours un petit peu sur le fil du coup, comme tu dis, t'es jamais dans le confort, quoi. Donc c'est une position qu'il faut être capable d'assumer aussi effectivement sur le long terme, quoi. Exactement, ouais. Ok, intéressant. Bon bah c'était un super échange. S'il y avait une chose que tu veux à retenir de ce qu'on s'est dit là pour un conseil pour un CMO du coup justement qui doit vraiment accélérer, tu retiendrais quoi de ce qu'on s'est dit? C'est quand, en fait, en résumé, si tu dois accélérer, il faut garder en tête que scaler, c'est pas juste faire plus, c'est aussi faire mieux. En fait, c'est faire plus que ce qu'on savait faire déjà, bien faire, tout en augmentant les ressources, budget, équipe, mais c'est aussi en faisant mieux, en industrialisant, en optimisant, en intégrant des experts dans ton équipe. Ok, intéressant. Ouais, c'est pas juste rajouter du budget pour augmenter les volumes, quoi. Non, il y a les deux. C'est faire effectivement plus que ce que tu faisais avant, mais également le faire mieux, quoi. Top. Bon bah écoute, merci Geoffrey pour tout ce partage de ton expérience. C'était super intéressant. Si jamais il y a des questions pour toi, t'es présent sur LinkedIn, on peut éventuellement te joindre par là. Oui, avec plaisir. Top. Bah écoute, encore une fois, merci beaucoup d'être passé et donc je te dis à très bientôt, peut-être à une autre occasion en tout cas, mais c'était super sympa de t'avoir ici. Ça marche. Merci Axel. À bientôt. À tous ceux qui ont tenu jusqu'ici, déjà merci beaucoup, et j'imagine que le sujet vous a plu, donc n'hésitez pas à envoyer de bonnes ondes à notre invité. Pour ceux qui le souhaitent, le meilleur moyen de soutenir le podcast, ça reste d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je compte sur vous. Et dans tous les cas, je vous dis à bientôt pour un prochain rendez-vous au Café du Market.